Memphis Depay qui va rentrer, qui arme la frappe. Qui arme la frappe. Memphis Depay, héros de ce lion de Paris Saint-Germain. Incroyable, 1-0. Il est incroyable ce Juninho, c'est le meilleur tireur de coup franc de la planète. Bonsoir à tous, bienvenue dans Let's Go, votre émission où on va parler de Lyon, de l'Olympique lyonnais. Ce soir avec moi, on a Arnaud qui est présent. Salut tous. Arnaud. On a Joe comme d'habitude. Salut Jonathan. Bonsoir. Et on a aussi Gilles. Salut Gilles. À tous. Tu vas bien Gilles? Très bien, confiné mais... On a aussi Antoine à la régie, qu'on fait un gros bisou et on lui souhaite un bon anniversaire. Ce soir, on va parler encore une fois du mercato de Lyon. On va parler de Depay, forcément, c'est un peu le cas à l'Olympique lyonnais le plus chaud actuellement. On va aussi parler des latéraux. Il y a beaucoup de problèmes à régler, que ce soit à gauche ou à droite. En deuxième partie, on parlera de cette fameuse taupe que Raphaël a désignée sur Twitter. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une taupe? On a vu que Bilal était mal embarqué, en tout cas sur Twitter, sur cette affaire. Et enfin, on parlera du duel entre Chirou et Muller qui remplacera Florian Maurice. Bonjour le chat, n'hésitez pas à réagir avec nous, on est là pour ça, on est là pour réagir avec vous. N'hésitez pas à follow Café du Commerce aussi sur Twitter, n'hésitez pas à activer la cloche pour suivre toutes les semaines notre émission. On commence donc avec le mercato de Lyon et ce fameux cachot de Memphis Depay. Les copains autour de la table, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il nous faut Memphis Depay, il faut le garder, mais est-ce que vous pensez qu'il va rester? Jonathan, t'en penses quoi? C'est compliqué à dire. Disons que bon, il y a cette période de confinement qui, je pense, va plaider en notre faveur, qui va, je pense, remettre en question les projets de pas mal de joueurs qui auraient pu envisager de partir. Maintenant, on est un peu contraint d'attendre dans le sens où Memphis Depay arrive en fin de contrat. Donc si Memphis ne prolonge pas, on sera obligé de le mettre en vente. Donc ça va dépendre de Memphis, mais ça va, je pense, aussi dépendre des clubs qui pourraient potentiellement s'intéresser à Memphis. Et derrière, ça pourrait conditionner les envies de Memphis. Il faudra voir un peu du côté des autres clubs. On a vu que forcément sur Twitter, il y a eu une petite escalade soudaine pour le soutenir. Gilles, Arnaud, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien de voir les Lyonnais, les supporters sur Twitter faire en sorte que Depay reste comme ils ont fait pour Guimarães pour qu'il aille à Lyon? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord d'abord avec Joe sur le fait que c'est pas gagné et que ça va être à suivre. Pour la mobilisation des supporters, je pense que c'est une bonne chose. D'abord, on a vu que Memphis pouvait être touché par ce genre de choses, notamment dans le sens inverse avec ce qui s'était passé contre Leipzig. Il avait été vraiment touché par le fait qu'il y ait une défiance de certains supporters. Donc le fait qu'il y ait un soutien envers lui et une vraie envie qu'il reste, je pense que ça pourrait le motiver à rester, comme ça avait motivé Bruno Guimarães à rejoindre le club. Alors, en plus, je pense qu'il n'y a pas de club de top niveau qui peut lui offrir mieux que Lyon en ce moment, et que s'il peut rester capitaine, au retour d'une blessure, titulaire assuré, il a des chances de rester à Lyon. Et puis il y a le facteur euro. Si tu avais eu l'euro en 2020, là, ok, je sais pas à quel euro, je pense très bon. Et il fait sa pub et il se serait certainement barré du club. Mais là, il peut pas se permettre de prendre un risque, surtout que comme tu as dit, il y a de fortes chances qu'un gros club ne puisse pas l'engager. Donc après, est-ce que l'impact sur les réseaux sociaux sera gros? Je sais pas, c'est pas du tout pareil que Guimarães quand même. Il a un plan de carrière et puis il veut pas s'éterniser à Lyon, mais on verra. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va forcément le faire sourire dans son coin de voir qu'il y a un hashtag sur lui, mais est-ce que ça va vraiment peser? Il est un peu au-dessus de ça, je pense, on verra. Ouais, et puis il y a RFLX BV qui met dans le chat, la LDC jouera beaucoup dans la prolongation de Memphis. Est-ce que c'est la LDC elle-même? Est-ce que aussi c'est pas tout simplement une Coupe d'Europe à jouer? Je sais pas si la LDC en elle-même pourrait le toucher. Vous en pensez quoi, vous, ça?
Bien sûr, ça peut le toucher. D'une part parce que j'imagine que c'est ce que tout footballeur professionnel a envie de vivre, jouer au plus haut niveau, que ce soit en sélection ou en club, et le plus haut niveau c'est la Ligue des Champions. D'autre part, c'est aussi de la visibilité. Les recruteurs des grands clubs, s'ils voient Memphis briller en Ligue des Champions comme il l'a fait cette année, ils vont être plus intéressés par lui. Après, si on devait être par exemple en Ligue Europa, en disant que c'est le cas limite, ça dépendra du projet qu'on mène. Si c'est pour sortir en 8ème contre le CSK à Moscou, ça va peut-être pas l'intéresser. Si c'est pour être un concurrent à la victoire finale, peut-être que ce sera plus intéressant. Oui, puis on connaît aussi ses ambitions à Memphis. Il a toujours fait comprendre que, on va dire, l'apogée de sa carrière, ça serait de la finir, ou du moins de la poursuivre au Real Madrid. On sait que pour y arriver, forcément, faut faire de très grandes performances et il faut être régulièrement au haut niveau. Derrière, je pense que ce qui va être lié à tout ça, c'est quelle sensibilité il a avec Rudy Garcia. C'est vrai que pour le moment, c'est assez difficile parce que Rudy Garcia est arrivé, Memphis s'est blessé peut-être 2-3 mois après. Donc c'est assez difficile de connaître aussi cette relation-là parce qu'on sait qu'un coach, ça peut faire beaucoup de différence. Donc lorsqu'il y aura des choix à faire, je pense que ça sera déterminant de ce côté-là. Il y a aussi, on peut mentionner sa blessure. Est-ce que sa longue blessure à Lyon va pas jouer en la faveur de l'Olympique Lyonnais finalement, parce que on l'a pas forcément vu cette année briller puisqu'il était blessé. Est-ce que du coup les autres clubs vont s'occuper de son cas? C'est une question aussi qu'on peut se poser. On l'a pas vu briller, c'est un peu exagéré. Enfin, en quelques mois avant sa blessure, il était quand même bien lancé. Non, mais par contre, là où tu as raison, c'est que ils vont peut-être avoir peur de ce que nous, on avait peur à un moment, c'est qu'ils veuillent reprendre trop vite et que du coup, il y ait un risque de rechute. Et d'ailleurs, je pense que ce risque de rechute, il existe toujours parce que, mine de rien, il n'a pas ménagé alors qu'il aurait peut-être dû un petit peu. Mais est-ce que ça va être comme Fekir et ça va l'obliger à arrêter? Je pense pas. Mais comme dit, lui, il a un plan de carrière en tête, je pense, et il va vouloir à un moment quitter l'OL. Est-ce que ce sera directement cet été? Moi, je reste sur ma position que ce sera après l'Euro 2020-2021. Mais il peut aussi très bien se dire, il peut pas stagner. Ouais, certes, mais en tout cas, la situation joue en notre faveur, en faveur de Lyon, parce que là, on est d'accord. On a à Lyon, on a le fait qu'il n'y a pas d'euro, on a le fait que pour l'instant, on ne sait pas trop si Lyon va avoir l'Europa League, la LDC ou quoi que ce soit, au vu du flou artistique pour la fin de saison. Et comme l'a dit Mézère69, bon, il y a l'AC Milan qui serait peut-être intéressé, mais ça a l'air d'être trop faible en ce moment pour lui. Je pense que je suis assez d'accord avec toi, Mézère. Qu'est-ce qui va se passer pour Depay cette année? Moi, je pense personnellement qu'il va rester. Et comme tu as dit, Gilles, en effet, ça va sûrement se découpiller l'année prochaine. Tu voulais dire quoi, Arnaud? Oui, non, j'étais totalement d'accord avec Gilles. C'est vrai qu'à mon sens, les top clubs, ceux que Memphis vise vraiment dans sa carrière, ils n'auront pas forcément besoin de prendre un risque de miser sur un joueur blessé qui revient des croisés, qui a une blessure spéciale. On ne revient pas toujours au meilleur niveau. Même Fekir, on a vu qu'il avait mis du temps. Là, il était peut-être au meilleur niveau de sa carrière sur ces quelques dernières semaines, fin novembre, début décembre. Et je vois pas le Real ou le Bayern miser sur lui sur cette base-là. Et vu son attachement au club, je pense que du coup, il va plutôt rester qu'aller dans un club de même niveau ou même un tout petit peu meilleur. Petite dernière question sur Depay, pareil, n'hésitez pas à commenter sur le chat. Quid de qui pourrait remplacer Depay aujourd'hui à Lyon? Parce que là, admettons, on le garde une année, mais l'année prochaine, il va sûrement partir. Difficile de rechoper un mec comme Depay. Qui vous voyez revenir à la place de Depay? C'est assez difficile comme question dans le sens où ça va aussi dépendre des départs qu'il va y avoir à côté. S'il y a Depay qui part et en plus Dembélé, ça va faire beaucoup de chantiers en attaque et ça voudrait dire que de toute façon, faudrait recruter à la fois en pointe et à la fois sur les ailes. Si jamais il n'y a que Depay qui part et finalement Dembélé reste pour X ou Y raison, à ce moment-là, il faudrait davantage aller trouver un ailier. Donc on sait que ailier ou on va dire attaquant qui a tendance à rentrer dans l'axe. On sait qu'il y avait Wang qui était pisté par l'OL l'hiver dernier, si je ne dis pas de bêtises, qui était une des cibles de Juni. Ça peut être une idée par exemple. Après,
Je pense que voilà, c'est vraiment dépendant des autres départs. Mais de toute façon, oui, si Memphis quitte le club, il faudra le remplacer avec la manière, parce que c'est un joueur qui est très décisif. On voit que c'est à la fois un joueur qui marque des buts, mais qui crée. Je crois que c'est le joueur qui crée le plus d'occasions à l'OL cette saison avant sa blessure, donc c'est assez révélateur de l'importance qu'il a dans le jeu. Tout à fait d'accord avec Joe. C'est sûr que... Bon, là où je vais être positif, c'est qu'on a énormément de talent au milieu pour prendre la relève, que ce soit Awar, Guimaraes, Cacré, Reina Adelaide, avec des backups comme Mendes et Lucas, c'est franchement bien. Mais en attaque, on a surtout Depay et Dembélé derrière, c'est plutôt faible. Et c'est là que, on va voir si Toko Ekambi reste, on va voir si Kadewere s'impose l'année prochaine, si Guiri joue en pro, ça va être compliqué. Et il faudra recruter du très lourd en attaque si Memphis part. Est-ce que ce sera Wang? Moi j'aime bien. Est-ce que ce sera un autre, peut-être un Brésilien trouvé par Juninho? Toutes les pistes sont ouvertes. Ouais, je Mais pense aussi. un talent comme Memphis, au prix où on l'avait acheté, on ne retrouvera plus parce que Memphis était quand même le pari de le relancer. Alors, mais on savait que ça avait des chances de marcher. On t'entend plus, Gilles? Bon, désolé Gilles, on t'entend plus. Juste un petit mot à Milaz, hein. Bonsoir à toi aussi, merci pour ton passage. On va parler maintenant des latéraux, de la défense. On va parler notamment de la défense d'abord des latéraux droits avec notre trio magique. Raphaël, Tété et évidemment Léo Dubois. Qu'est-ce qui va se passer pour ces trois? C'est déjà, je pense, une surprise quand on a vu arriver Léo Dubois à Lyon. Hein, qu'est-ce qu'on allait faire de ces trois défenseurs droits, pardon. Les gars, autour de la table, qu'est-ce qui va se passer là l'année prochaine pour ces trois défenseurs? Bah, déjà, sans trop se risquer, je pense que Dubois ne va pas bouger. Je pense qu'il a la totale confiance du staff. Et en plus, il semble s'être imposé comme un leader dans le vestiaire. Je crois que d'ailleurs, c'est le vice-capitaine, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il a un rôle important dans le vestiaire et aux yeux du staff. Donc déjà, lui, ça risque pas de bouger. Maintenant, on peut se poser la question pour Raphaël et Tété. De ce qu'on sait, c'est que Raphaël a envie de rester, envie de prolonger. Kenny Tété, on va dire que pour l'instant, on n'a pas trop entendu ce qu'il a envie, mais je pense que c'est peut-être celui que l'OL a peut-être le plus envie de vendre, parce qu'il a quand même une valeur marchande, hein. C'est un joueur qui a 24 ans, donc il peut avoir quand même des courtisans en Europe, donc ça peut être l'occasion de s'en séparer à un prix pour rester relativement intéressant. Donc moi je vois bien Dubois rester, éventuellement l'OL proposer une prolongation à Raphaël, en lui disant voilà... Je pense que Raphaël, il n'est pas trop exigeant non plus sur le temps de jeu qu'il peut prendre. Donc c'est aussi important d'avoir quelque part des remplaçants qui ont un niveau correct, qui acceptent ce second rôle. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on recrute un gros joueur ou à ce poste-là? Mais dans ce cas, ça voudrait dire on repart sur 3 latéraux, ça peut faire un peu beaucoup. Ou alors, est-ce qu'on confie une mission à un jeune qui viendrait un petit peu concurrencer les 2 latéraux? Et donc là, on aurait Pierre Kalulu qui pourrait éventuellement s'intercaler dans la danse. Complètement d'accord avec Joe, c'est sûr que pour moi Dubois a une longueur d'avance. D'ailleurs dès son retour on a vu que c'était un peu meilleur qu'avec les 2 autres. Tété à mon sens il va partir. Raphaël c'est la question, est-ce qu'avec son rôle dans le vestiaire et le fait qu'il a de l'expérience, il va rester pour encadrer en restant peut-être remplaçant? Ou est-ce qu'on va prendre un autre remplaçant, peut-être un jeune? On a vu passer des choses sur Thomas Esteves par exemple de Porto je crois, qui a une clause à 10 millions, 18 ans. Est-ce que c'est Dubois Raphaël ou un top joueur plus Dubois ou un top joueur plus Raphaël? Il y a des possibilités et on n'est pas à l'abri d'une surprise parce que c'est vrai que peu d'entre nous auraient parié que les 3 seraient restés aussi longtemps. Ouais, c'est clair. Moi je te rejoins Arnaud, d'autant plus que tu le disais pour Raphaël, il sait qu'il commence à vieillir, que c'est difficile de garder, de faire une suite de matchs à son âge, surtout à ce poste-là, qui devient de plus en plus important au sein d'une équipe. Je le vois bien moi aussi, je t'avoue, je le vois bien en super sub avec cette expérience qu'il peut apporter dans le club, dans le vestiaire. Après, il y a aussi, t'en as pas parlé, Joe en a parlé, il y a Kalulu aussi. Il y a Kalulu qui peut faire le taf. T'en penses quoi, toi, Gilles? Alors, sur l'académie, je suis pas calé du tout sur Kalulu, je sais pas ce qu'il vaut.
Après, comme tu as dit, Raphaël en remplaçant, pourquoi pas le garder? Et en super sub, il fera le taf. Kenny, ça sert à rien de le garder. Je me demande d'ailleurs encore s'il est au club parfois. Et quand il joue, ok, de temps en temps, on a vu de bons trucs, mais le reste du temps, c'est un loupé, clairement. Après, Même quand il joue, du on se coup, demande s'il est là. ouais, même quand Ah il non, joue, on se mais demande en s'il est plus, là. ouais, C'est un peu comme je voulais en Traoré, faire en une fait. blague. C'est clair, il a un manque C'est un emploi de. fictif. c'est- Ce c'est- mec, c'est un emploi fictif. Il fait partie de quelques loupés qu'a fait Maurice. Enfin, si c'est Maurice qui l'a fait venir, mais on a cru à l'époque en recrutant tous les bons joueurs de nos adversaires en Europa League, ça allait marcher. Traoré, au final, c'est un flop. TT, c'est un flop. Et le pire, c'est que les deux étaient censés être complémentaires. Donc, Je dirais pas sur pour ce Traoré, côté-là, je te rejoins pas, parce que Traoré, il a quand même fait les premières années, il a été exceptionnel, il nous a mis des buts très importants. Mais par contre, pour Tété, il a un manque de technique qui est affolant. Quand tu le vois jouer, ça fait mal au cœur, surtout pour un latéral droit comme ça. Il manque de défense. En attaque, il n'arrive pas à caler un centre. Quand je vois. Je sais que Dubois est pas trop aimé sur Twitter, mais moi, quand je vois Dubois, ses centres. pourtant, Dubois qui centre, ouais, c'est bon. Mais ouais, Dubois, pour moi, c'est vraiment le latéral droit qu'on a besoin dans une équipe en général. Donc à Lyon, moi, ça me fait plaisir de l'avoir. Il est aux portes de l'équipe de France. Faut qu'il continue à évoluer. Je pense qu'il a encore une marge. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Dubois, il a encore de Sur la marge. marge, je sais pas trop si je suis d'accord avec toi. Je pense que, on va dire que quand il est à son maximum, il est vraiment bon, mais est-ce qu'il peut encore progresser? Je pense qu'il a encore un poil de marge. Ça exige un minimum d'expérience dans En tout cas, ce poste. oui, peut-être qu'il a une petite marge, mais en tout cas, il n'est pas fait pour plus que Lyon. Il est fait pour un très bon club, on va dire, mais très très bon club. Je le vois pas arriver jusque-là. Même si j'aime beaucoup Dubois, mais Je suis assez d'accord avec Gilles là-dessus. Je pense que Dubois commence à atteindre son plafond. Peut-être qu'avec un entraîneur qui sait un peu mieux l'utiliser, qui va mieux savoir, un entraîneur plus protagoniste, parce que Dubois, il a quand même qualité, c'est qu'il est quand même assez disponible sans ballon, il fait pas mal d'appels, ça c'est important. Donc peut-être qu'un coach qui, on va dire, utilise tout ça à bon escient, effectivement, ça pourrait peut-être mettre Dubois dans une meilleure configuration. Maintenant, honnêtement, voilà, Dubois, il a quand même des lacunes, je trouve, défensives en 1 contre 1. Techniquement, c'est correct, plutôt assez bon, je dirais, mais on va dire qu'il faut pas non plus s'attendre à beaucoup plus. Par contre, j'aimerais revenir sur un point, c'est Raphaël. On disait il commence à être vieux. En fait, non, il est pas si vieux, il a que 30 ans. Donc, mine de rien, c'est assez jeune. Oui. C'est juste que, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est dans le foot parce qu'il a été assez précoce. Non, son problème, c'est qu'il revient d'une grosse opération il y a 1 an. Et il a eu beaucoup de mal à se remettre parce qu'il a eu une double opération en fait. Et ce qu'il a vraiment ralenti, il a eu une préparation, on va dire, un petit peu différente des autres joueurs. Ce qui fait que ça l'a un peu tout décalé. Donc là, ce qui va aussi être intéressant pour lui, c'est de voir si après une préparation avec toute l'équipe, on va dire dans le même timing, est-ce qu'il va pouvoir revenir à une condition physique, on va dire, convenable, quoi. C'est clair. Je vois Peter qui dit ça marche, c'est d'être plus régulier pour Dubois. Je pense que, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est clairement le problème. En plus, il a eu cette blessure. Ouais, non, mais il a eu cette blessure qui fait qu'on l'a peu vu. Je pense qu'on a quand même besoin de lui. On verra l'année prochaine, de toute façon. Et t'as Réflexe, je vais t'appeler Réflexe parce que RFLX, ça va être dur. Mais Kenny Lala, qu'est-ce que vous en pensez en remplacement? C'est vrai qu'on on en a parlé. Moi, je trouve que c'est un profil qui irait parfaitement à Lyon, mais le profil qu'il avait l'année dernière, pas cette saison. Cette saison, pour moi, je pense que c'était sa saison de 3 à Strasbourg. Il aurait dû absolument partir. Je sais pas pourquoi il est resté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai pas suivi en détail Strasbourg, mais c'est sûr que sa saison présente est beaucoup moins bonne que la précédente et qu'il a jamais été vraiment exceptionnel avant. Ça ressemble à la fausse bonne idée, un peu comme Koné, un joueur qui a été très bon à un moment, mais qui a peut-être pas le niveau pour être. À mon avis, il a pas le niveau pour être titulaire. Peut-être un remplaçant à Lyon, peut-être remplaçant. Je te dis pas, mais je pense qu'il y a mieux à trouver si on doit recruter à ce poste-là. Et je me permets de faire la transition avec le sujet suivant, mais pour moi la priorité c'est quand même à gauche. Ouais, et puis comme dit Koba, il a 28 ans aussi. Oui, il peut jouer à gauche. Aussi jouer à gauche. Après, il peut jouer partout. Oui, il peut jouer partout, mais en défense, il faut pas le faire jouer. Ce mec, il sait pas défendre.
Il a été très bon, soi-disant, la première saison parce que il marquait des buts et il en faisait marquer. Et du coup, mais il l'a reconnu lui-même, ça a gonflé ses statistiques, ce qui fait que tout le monde s'intéressait à lui. Mais si tu regardes ses prestations défensives, c'est quand même très inquiétant par moment, surtout cette saison. Ouais, puis là, il n'y a plus de marge de progression à son âge, quoi. En effet, on va, comme disait Arnaud, on va parler des latéraux gauche parce que c'est quand même aussi un cas à Lyon. On a vraiment un problème depuis que Mendy est parti. On a eu ce Youssouf Koné qui est arrivé de Lille avec Thiago Mendes qui est, je pense personnellement, un flop. On a Marsal qui je ne sais même pas quoi dire de lui parce que je trouve que défensivement il est très bon. Je trouve qu'il a des lueurs d'esprit dans son jeu. Pas rouge, quoi. Voilà, c'est le problème, c'est qu'il va toujours faire une erreur qui va nous mettre dans le mal. Mais il a quelque chose quand même, ce gars-là. Je trouve que défensivement il est toujours présent, mais il va faire une erreur. Donc pareil, quid de ces latéraux gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut recruter? Est-ce qu'il faut garder ces deux gars? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut absolument recruter un bon latéral gauche. Parce que le dernier qu'on avait, c'était Ferland. Je pense qu'on n'aura plus un latéral gauche comme ça avant longtemps parce que le mec, c'était extraordinaire. Mais non, il faut au moins un bon, quoi. Au moins. Parce que, comme tu as dit, Marsal, on peut pas en parler. Koné, peut-être qu'au bout de 3-4 ans, il fera des matchs complets, je sais pas. Mais c'est que des fausses bonnes idées qui se sont accumulées quand même sur le côté gauche. Ouais, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut recruter. Après, déjà, je dirais qu'il va falloir aussi faire par élimination. Parce que bon, on a Marsal et Koné qui sont là. Bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que Marsal, il va falloir le remercier. Je dirais qu'il faut le remercier aussi parce que derrière, on a un jeune qui s'appelle Melvin Barr. Et il a un profil, je dirais peut-être pas les similaires, mais c'est un joueur qui peut jouer à la fois arrière gauche et à la fois en défense centrale dans une défense à 3, voilà. Et c'est le cas de Marsal également. Donc si on veut quelque part remplacer Marsal par un joueur qui est capable d'avoir cette polyvalence-là, Melvin Barr, il tombe à pic. Et pour l'avoir vu déjà jouer pas mal de fois, honnêtement, je pense que c'est absolument pas un scandale si on commence à l'intégrer dans la rotation, quoi. Moi je suis d'accord avec toi. En plus, un argument qu'on peut rajouter sur Marsal, c'est qu'il prend une place d'extra-communautaire. Et que comme on est à saturation, bah, ça va faire une raison de plus pour qu'il s'en aille. En plus, il est plus vieux que Koné et il n'est pas arrivé il y a un an. Koné, je pense qu'il faut le garder comme remplaçant parce qu'on ne va pas le reprendre au bout d'un an moyen. Et par contre, il faut recruter un vrai titulaire. Donc là, il y a beaucoup de pistes, je pense qu'on va en parler. Et évidemment, la question des jeunes, parce qu'il y a Barr, il y a Ndika, il y a encore plus jeune De Jong qu'on a recruté cet été. Il y a des questions qui vont se poser et il va falloir donner des garanties à ces jeunes. Ouais, clairement. Après, De Jong, a priori, ça risque de se terminer, je pense, assez rapidement. Ça semblait avoir été un échec. Alors bon, il n'a pas eu de chance non plus, hein. Il a eu des blessures, mais même, on l'a vu dans la discipline, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité technique, même assez athlétique. Mais derrière, ça a été assez une déception. Je sais, dans le centre de formation, j'ai entendu pas mal de bruit. Bon, malheureusement, voilà, ça risque d'être un échec. Mais par contre, effectivement, on a Melvin Barr, on a Ndika Matam. Ndika Matam qui fait a priori une grosse saison à Bourg. Je dis bien a priori, je l'ai vu 2-3 fois, mais bon, c'est difficile de se donner une idée. Mais donc ouais, ça peut être aussi une alternative. Après, il y a Youssouf Koné. C'est sûr que là, pour le moment, Youssouf Koné, on pourrait dire qu'il est le numéro 1 potentiel. Et quand on voit son niveau affiché, ça fait quand même mal de se dire que c'est lui le numéro 1. Bon, c'est vrai que même s'il y a des jeunes à lancer, on a vraiment envie de recruter à ce poste, quoi, parce que sinon, on va se retrouver dans une situation encore compliquée comme l'année dernière. Ouais, et en parlant de recrutement, Mézère69, on parle là dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à commenter sur le chat. Robin Gosens, c'est un nom qui est souvent revenu. Donc c'est le latéral gauche de l'Atalanta Bergame. Qu'est-ce que vous pensez de ce gars-là? Est-ce que c'est un joueur qui pourrait être attiré par Lyon? Ça va être compliqué. Il est très bon, mais ça dépendra de la qualif en Ligue des Champions. Je pense que ouais, mais même au-delà, j'ai un peu peur qu'au niveau du prix, ça soit déjà bien au-delà de. Il est à combien? Ouais, parce que c'est j'aurais du mal à dire, mais je pense que les 30-40 millions, on peut rapidement y aller, je pense. Donc est-ce qu'on est prêt à mettre des sommes aussi onéreuses sur un latéral gauche? Honnêtement, je sais pas. Mais il faut
Après, on pourrait, c'est clair que le problème, c'est que je pense que l'argent qui va être mis, ça va être pour l'attaque plus que la défense, malheureusement. Regardez, on a mis 35 millions sur Andersen, regardez comment ça se passe actuellement, donc je sais pas si le club va vouloir remettre des sous beaucoup, si c'est pour au final se prendre un revers comme pour l'instant les Andersen. Je vois que ça parle de Conan de Reims, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup parlé de lui l'hiver dernier. Pareil, quid de ce joueur, moi je le connais pas beaucoup, le peu que j'ai vu jouer, c'est pas un joueur qui me dérange, mais est-ce que il est taillé pour le club, moins sûr quoi. À Reims, on avait aussi parlé de Hassan Camara, il me semble, cet hiver, qui a fait une belle première partie de saison et qui est aussi d'un bon niveau comme Conan. Après, je pense qu'il faut viser plus haut que ça. Gossens, c'est peut-être pas une bonne idée au sens où l'Atalanta, c'est pas forcément des individualités exceptionnelles, c'est un projet de jeu qui marche. Et c'est ça qu'on sait pas faire à Lyon depuis quelques années. C'est comment on fait marcher l'équipe ensemble. Ouais, comme l'a fait Lille un joueur l'année dernière. Hein. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on galère avec Youssouf Koné. Mais maintenant, il y a plein d'autres pistes. Il y a Philippe Max d'Augsbourg qui marque assez souvent, qui est décisif. Wendel du Leverkusen qui a un an de contrat. Encore d'autres. Mais il y a des possibilités, il y a vraiment des choses à faire. Je vais rebondir sur ce qui s'est dit sur le chat. Là, Nilium, tu parles de Kurzawa. Non, je vais pas te défoncer, t'inquiète pas. Je pense, alors sur le papier, ça peut le faire. De toute façon, Kurzawa, je pense pas qu'il va retrouver un très gros club, un club de seconde zone, c'est dur, mais un club un peu plus bas, oui, dans tous les cas, il ira dans ce genre de club. Mais je le vois pas à Lyon, et puis même, il est trop faible techniquement. On l'a bien vu quand il joue, il a vraiment des problèmes techniques. Il fait plus de mal que de bien au PSG, donc ça va pas. Je pense pas que c'est une bonne idée. Franchement, c'est la fausse bonne idée, tu vois, Kurzawa. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Mais... Ouais, pareil. Ouais. C'est encore une fausse bonne idée, quoi. Il y en a beaucoup des fausses bonnes idées en latéral gauche, quand même. Après, c'est possible qu'il fasse une bonne saison ailleurs et qu'il se relance, mais avec tout ce qu'il a eu, je pense que c'est plus probable que ce soit raté. Et qu'on peut pas se permettre ça, il nous faut une valeur sûre à gauche. Ouais, en tout cas, c'est un vrai casse-tête, ces latéraux à Lyon. On va parler maintenant de la deuxième partie. N'hésitez pas à réagir avec nous parce que vous avez déjà beaucoup réagi sur Twitter vis-à-vis de ça. On a vu le tweet de Raphaël juste après la réunion pour les salaires, je crois bien, où il y a eu une sortie d'informations par Bilal Ghazi qui a fait un article sur l'équipe concernant les salaires qui vont être sûrement baissés. Ça n'a pas plu du tout à Raphaël parce que pour lui, il y aurait une taupe. Donc on va faire un tour de table, hein. Vous répondez par oui ou par non, les gars. Est-ce qu'il y a une taupe à l'OL? Arnaud, est-ce que tu penses qu'il y a une taupe à l'OL? Non, je m'expliquerai. Gilles? Oui. Et Jonathan, t'en penses quoi, toi? Oui, et probablement plusieurs. Alors vas-y, dis-moi Arnaud, pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de taupe? Alors ça va rejoindre ce que disait Joe, c'est que je pense pas qu'il y ait une taupe au sens où il y a un joueur qui essaye de nuire au club et qui donne toutes les infos. Je pense que les journalistes, de toute façon, ils trouvent leurs informations quelque part. C'est les joueurs qui leur donnent. Parce que c'est plutôt révélateur des mauvais résultats du club et des problèmes qu'on a. Ce manque d'harmonie en interne. Le fait que des informations puissent sortir de temps en temps, c'est pas choquant. Et je pense pas qu'il y ait un joueur identifié qui est... Enfin, évidemment, ça pourrait être mieux géré. Mais il n'y a pas un joueur, à mon sens, qui essaye de faire ça. Et puis on a vu des pistes un peu présomptueuses sur Twitter, souvent de gens qu'on aimerait critiquer parce qu'ils sont pas toujours au niveau. Mais je pense pas que ce soit très réaliste. Ouais, du coup, pour toi, Gilles, t'es sûr qu'il y a une taupe? Sûr, je peux pas être sûr. Oui, Mais évidemment. Je pense que Raphaël sait beaucoup mieux que nous et Raphaël il pense qu'il y a une taupe. Donc qui c'est qu'on doit écouter? Bilal qui va de toute façon dire qu'il n'y a pas de taupe parce qu'il peut pas dire qu'il y a une taupe sinon sa taupe arrête de lui parler. Ou Raphaël qui sait très bien ce qui se passe dans le vestiaire. Je sais pas trop, mais après Bilal a dit ce qu'a dit Arnaud, c'est-à-dire que il n'a pas qu'une source, c'est vrai. C'est peut-être aussi l'entourage d'un joueur et pas le joueur directement. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a une taupe ou un joueur qui parle un peu plus que les autres. Enfin, dans l'idée, il y a une taupe, lui. Ouais, Ouais, vas-y, Ce qui m'interpelle, c'est que c'est pas dans l'habitude de Raphaël et globalement des joueurs de l'OL de réagir de la sorte sur les réseaux sociaux. Généralement, on est un club à l'OL en plus. Dès qu'il y a un petit peu de frustration, on contient ça en interne.
Là, c'est presque pour la première fois, on a un joueur qui s'enflamme un peu sur les réseaux sociaux et qui va carrément cibler visiblement une personne en disant je sais qui tu es, t'as pas assez de couilles, nanana. C'est quand même des propos hyper virulents, ce qui me fait penser que bon, oui, il y a certainement une taupe pour qu'il s'énerve comme ça, mais surtout sur l'identité de la taupe, je me dis que c'est peut-être aussi quelqu'un qui a peut-être déjà dépassé les bornes plusieurs fois, quoi. Pour que voilà, je sais qu'à l'OL, je pense qu'on est quand même assez tolérant, je veux dire, on est sur les erreurs. Je pense que c'est pas la première fois qu'il y a quelque chose qui fuite. Là, pour qu'il s'énerve comme ça, c'est que je peux imaginer que ce soit une personne qui agace dans le club depuis un certain temps. Ouais. Juste pour info, Joe, tu feras gaffe à ton son, on t'entend un peu chelou. J'ai vu là, Peter, ce que tu disais. En général, c'est pas méchant de la part des taupes. Non, t'as raison, il n'y a jamais de méchanceté pure envers le club. Mais t'as conscience de la chose en fait. T'as conscience que si tu parles à un journaliste, si tu parles surtout à un journaliste de l'équipe, c'est forcément il va s'en servir et il va faire un article derrière. Alors d'un côté, non, c'est pas méchant, mais de l'autre, tu sais très bien que ça va faire parler. Enfin, moi, quand je vois la réaction de Raphaël, personnellement, ça me choque de voir Raphaël si énervé pour une info qui aurait dû rester totalement secrète, et c'est un truc entre eux. Voilà, je prends l'exemple de Marseille où t'entends que Thauvin, Payet et Mandanda ils font la gueule pour baisser les salaires et tout. Pareil, de leur côté, ça doit faire chier de savoir que ce genre de choses sortent. Nous, on a de la chance, c'est pas trop sorti non plus et ça a pas fait un grand bruit. Mais faut faire gaffe pour juste le bien du club, quoi. À un moment, tu penses aussi au bien du club, quoi. Oui, ce que je rajouterais, c'est qu'il y a vraiment, enfin, il y a rien à gagner à aller là-dedans. La période où on cherchait la taupe en équipe de France, c'est pas la meilleure. Chercher la taupe maintenant, ça va pas apporter grand-chose, et c'est plus révélateur des problèmes du club qu'une cause des problèmes. Si on se met à aller mieux, à jouer bien, si le confinement s'arrête ou qu'il y a moins d'incertitudes, ça aidera les joueurs aussi. Je pense que là, les joueurs, ils savent pas s'ils sont transférés, quand on parlait de Memphis, ils savent pas s'ils vont devoir jouer tout l'été ou s'ils vont pas jouer avant décembre. C'est possible que ça tape sur les nerfs. Non, Oui, mais c'est clair. c'est ça. Et peut-être aussi qu'il était juste un peu énervé après une journée de confinement de trop et qu'il s'est lâché sur Twitter, surtout qu'il est pas mal sur Twitter, on sait pas. Ou alors c'est effectivement, comme Joe l'a dit, une frustration qui était trop grande par rapport à un joueur dont il doute qu'il est la taupe. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais je pense qu'il faut plutôt le voir dans le cadre du confinement. Alors Ouais, non, et- alors je suis absolument pas d'accord là-dessus, dans le sens où, je sais pas si vous avez regardé, mais Raphaël, il a pas supprimé son tweet. Si c'était Ah non, quelque pas du chose à chaud, on aurait imaginé qu'il, voilà, s'il était un petit peu, si c'était emballé à tort, il aurait supprimé son tweet. Donc là, s'il l'a maintenu, c'est que non, je pense il pensait vraiment à 100% ce qu'il a dit. Donc derrière, reste à voir pour quelle raison. Moi, je pense que c'est ouais, une personne qui a agacé, non pas que Raphaël, puisque je pense que Raphaël est quand même assez intelligent, dans le sens surtout où il veut prolonger. Il n'a pas trop d'intérêt à se mettre trop de gens au club ado. Donc je pense que si c'est emballé, c'est que il y a peut-être une personne qui a déjà dépassé les bornes plusieurs fois au club, et là, voilà, on a une frustration qui est publique. Ouais, Ouais, puis puis la réaction de Bilal va un petit peu dans le sens de ce que tu dis, parce que tu sens qu'il est vraiment sur la défensive, quoi. Il l'a pas juste pris un peu mal et puis ça va passer. C'est ça, ouais. On va en parler là tout de suite. Juste, je rebondis sur ce qu'a dit Nilium. Est-ce que c'est Touzard? Nous, en tout cas, pour Let's Go, là, on va pas faire de spéculation sur tel ou tel joueur. Mais juste pour te répondre, je pense pas que ça soit Lucas Touzard. Je trouve que sur Twitter, on en a fait un étendard, un bouc émissaire pour dire ouais, c'est Touzard, vu qu'il est nul, il est aussi méchant. Touzard, il en a rien à foutre. Dans 3 mois, il est parti de Lyon. Dans 3 mois, c'est fini. Donc il a aucune utilité à faire ça. Et voilà, peut-être que il a déjà parlé, peut-être qu'il est proche avec des journalistes, mais au pire des cas, franchement, c'est bête de cibler quelqu'un, ça se trouve, c'est plusieurs personnes. Et voilà, on va revenir sur ce que disait Bilal Ghazi. Bilal Ghazi sur Twitter, il l'a dit plus d'une fois, c'est aussi plusieurs sources. Alors ça peut être plusieurs joueurs, ça peut être aussi des gens du staff. En tout cas, Bilal Ghazi s'est fait quand même épingler. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat et dans l'équipe. Moi, perso, j'ai trouvé ça assez gênant de la façon comment s'est fait épingler Bilal, et la façon surtout il a répondu, il était très véhément. Pour moi, quand tu es véhément sur Twitter comme ça, surtout pour Bilal qui a tendance à être plutôt clean, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, Ouais, clairement, je pense qu'il aurait. En fait,
Normalement, il aurait dû ne rien répondre, je pense, pour se protéger lui-même et éventuellement protéger sa source. Là, finalement, il a voulu relever le fait que, bah non, c'est pas de taupe, c'est juste des informateurs comme d'habitude, quoi. Et au final, bah, il s'est enfoncé parce que, bah, forcément, tout le monde a compris que, grosso modo, qu'il y avait une taupe. Et donc, le fait de mentir, bah, tout le monde lui est tombé dessus parce qu'on lui reproche de pas être honnête. Et puis, bah, derrière, on a vu des gens assez influents dans le milieu du foot qui lui ont dit mais les taupes ça a toujours existé dans les clubs, tu vas pas nous la faire. Donc quelque part il s'est mis en difficulté et peut-être qu'il a mis aussi en difficulté ces informateurs qui du coup bah ça va peut-être obliger l'OL à creuser peut-être un peu plus que ce qu'il l'aurait fait si peut-être que Bilal était resté peut-être silencieux. Ouais, puis on a bien vu aussi les tweets des autres personnes. Il y a Jaziri, je crois que c'est l'ancien agent de Karim Benzema, hein, c'est ce que me disait Antoine. Moi je le connaissais pas avant et je vois ce tweet là, franchement c'est pas que ça m'a choqué, mais je me suis dit ouais il y a quand même un problème de voir Karim Jaziri qui dit ouais balance gna gna gna, c'est pas normal. Bon, après lui il a l'habitude de tweeter de temps en temps des tweets des petits trucs comme ça lui arrive. Après je trouve que la réponse elle est effectivement vraiment presque méchante quoi. Après, je sais pas s'il y a un contentieux entre lui et Bilal possible, mais c'est vraiment très très direct envers lui. Hein, non, j'ai jamais vu, sur Twitter, il y a jamais eu, je regarde souvent ce que dit Bilal et les commentaires qui lui répondent. Il répond jamais de façon véhémente ou quoi, donc c'est étonnant quand même de lire ça. Il y avait aussi un autre tweet d'une autre personne qui disait la même chose. Enfin, en tout cas, il s'est quand même bien fait épingler. Donc, je sais pas ce qui va se passer pour l'avenir pour Bilal, si derrière ses sources vont se calmer ou pas. Mais bon, ça fait déjà quand même quelques années qu'on entend qu'il y a des infos qui fuitent de son côté. On va passer à autre chose, on va passer à l'info aussi du remplacement de Flo Maurice, parce que maintenant c'est presque fait, hein. On a vu qu'Olas a réagi, d'ailleurs a négativement réagi. Si vous voulez qu'on en parle les gars, n'hésitez pas, hein, parce que c'est quand même aussi des tweets qui sont étonnants, hein, de voir comment Olas a réagi du départ de Florian Maurice. Voilà, on a deux personnes, il y a Cherou et il y a Muller qui sont toujours dans les plans, ou en tout cas on entend souvent leur nom. On a vu que Sonny Anderson avait invité tout à l'heure sur Insta Muller. Je sais que Joe et Gilles vous avez écouté. Est-ce qu'on doit en retenir quelque chose ou pas du tout? Non, pas grand chose. Sonny a posé une question à Muller, est-ce que les contacts avec l'OL étaient réels et est-ce que ça partait vers une issue positive pour Muller à l'OL. Et Muller, ce qu'il a répondu, c'est qu'effectivement il a été contacté par l'OL et qu'il en était très honoré, mais que pour le moment il pouvait pas en dire plus parce que le dossier est loin d'être clos côté l'OL et puis surtout Maurice n'est pas encore parti officiellement. Je pense que c'est aussi ça qui est un peu difficile à gérer, donc voilà, clairement il a botté en touche. Ouais, il a tellement botté en touche que en résumant t'as été plus long que lui dans sa réponse. C'est ça. Au final, s'il botte en touche, c'est peut-être aussi c'est bon signe, ouais. Ouais, c'est bon signe, ouais. En tout cas, il y a une raison, ça veut dire qu'il est en pourparlers dans tous les cas. Sinon, il en aurait parlé, j'imagine. En pourparlers positif en tout cas. Parce que s'il était dans le cas où il a juste été contacté, où il a plus trop de nouvelles, peut-être qu'il aurait voulu faire un peu sa pub. Après, je connais pas bien le personnage, mais ça a pas trop l'air d'être le gars qui fait sa pub. Mais ouais. De toute façon, faut voir. Olas avait pas trop l'air de s'y attendre. Dans son tweet, justement, dans la réponse dont tu parlais, Val, il avait l'air très déçu. Donc peut-être que ça lui a échappé et qu'ils n'avaient pas encore beaucoup avancé sur un remplaçant. Je sais pas. Franchement, ça m'a un peu étonné la tournure que ça a pris, surtout que ça a l'air d'être une tournure assez négative. On sent qu'il y a eu un clash un peu. C'est rare que Jean-Michel Aulas aille tailler quelqu'un de son staff, surtout quelqu'un d'aussi important que Maurice. Non, puis c'est la déception qui est forte, quoi. Vraiment, les mots sont forts. Il parle de famille, bon ça, on le sait, on l'a toujours su, que Aulas, il veut créer une famille, mais de là à le dénigrer comme ça, moi ça m'a mis sur le cul. Je m'attendais vraiment pas à voir ce genre de message, quoi. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que cette réaction de là, je l'ai trouvée assez lunaire, parce que sous prétexte que le joueur a joué au club et qu'il connaît le président, qu'ils ont travaillé ensemble, il est censé rester à toutes conditions.
Bah non, à un moment on est un club professionnel et on doit proposer les meilleures conditions aux gens pour qu'ils restent et trouver les meilleurs. C'est un fonctionnement presque amateuriste et je trouve ça assez décevant. Et on disait que Maurice faisait le travail de plusieurs personnes. Peut-être qu'il va falloir une cellule de recrutement plus complète et il n'y aura pas un seul nom, à mon avis. Ouais, après, je pense que Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui marche aussi beaucoup à l'affectif. Je pense qu'il appréciait beaucoup Maurice. Et quelque part, il s'est peut-être un peu senti trahi de voir que quelqu'un qu'il appréciait beaucoup et qui faisait un gros travail. Après, on peut toujours parler de la qualité, hein, mais en termes de... sur le plan quantitatif, c'est vrai qu'on le disait, il travaillait pour 2-3. Donc c'est pour un dirigeant, c'est important quelqu'un comme ça. Et donc là, il s'est senti un petit peu trahi parce que certainement Maurice a aussi pensé à lui et donc il a dû commencer à engager des discussions très sérieuses avec Rennes. Il a peut-être donné son accord, hein, comme ça a été dit. Et voilà, et Aulas, qui n'a peut-être pas été au courant le jour J, il l'a mal pris. Maintenant, voilà, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que quand je l'entends, ça voulait presque dire qu'il était prêt à conserver Maurice, alors qu'on entendait quand même qu'entre Juni et Maurice, c'était pas quand même le grand amour et qu'il n'y avait pas une cohésion, on va dire, super. Donc derrière, on se dit, mais est-ce qu'il avait identifié ce problème-là que tout le monde commence à pointer, quoi? Ouais, Oui, en c'est tout cas, clair. on verra quelle tournure ça prend. Entre les deux candidats, je serais plutôt du côté de Müller parce que c'est un ancien de l'institution et que ça raconte une histoire quelque part. Mais aussi, un autre truc à rajouter, c'est que cet hiver, on a anticipé sur le mercato d'été. Il y a le prêt avec option d'achat de Toko et Cambi, il y a l'achat de Cadavere, il y a la vente de Touzard. Quelque part, c'était aussi connu depuis longtemps que Maurice avait peut-être envie de partir. Et peut-être qu'on a anticipé ça pour que le nouveau directeur du recrutement ait moins de travail cet été. Ouais, c'est pour ça que moi je suis étonné, parce que comme tu le dis Arnaud, c'était prévu, on savait tous que Florian Maurice, à un moment ou un autre, allait vouloir un peu plus, parce que comme dit Reflex sur le chat, il faisait le travail de plusieurs personnes. C'est un peu, moi il me fait penser, dans la forme hein, évidemment, il me fait penser à Baticle. On sait très bien que Baticle, il aimerait bien être calife à la place du calife et faire une Rémi Garde ou une Bruno Genesio et être un moment entraîneur de Lyon. Je sais pas si ça va marcher pour lui. Mais est-ce qu'à un moment ou un autre, lui aussi, va pas essayer de partir ou quoi? Est-ce que ça va refaire la même chose? Comme tu dis, Youssouel, est-ce que Aulas il fait ça pour marquer son territoire? Je suis pas forcément sûr. Dans tous les cas, si tu as envie de partir, tu pars. Hein. Si tu trouves mieux, tu trouves mieux, hein, que ce soit dans le football ou dans d'autres domaines de professionnels. Donc bon, moi en tout cas, j'étais vraiment surpris. T'en penses quoi, toi, Joe? Tu préfères Cherou ou tu préfères Müller? C'est difficile. Disons que j'ai pas entendu encore de choses négatives sur Muller, donc pour l'instant, j'ai envie de dire Joker pour lui. Sur Cherou, de ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts. D'ailleurs, comme Muller, hein, les deux ont une grosse base de données de contacts à l'échelle européenne. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on a entendu aussi de Cherou, parce que je me suis un petit peu renseigné sur l'écho qui est dégagé de lui sur son taf en tant que directeur sportif chez les féminines du PSG, c'est que voilà, il est décrit comme quelqu'un d'assez feignant, qui travaille pas énormément et qui est aussi amateur, un peu de copinage. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme quoi il avait parfois préféré certaines joueuses, certaines personnes de son staff parce qu'il les connaissait bien ou parce qu'il avait un bon feeling. Enfin bon, du coup, il y a un écho qui est pas très très positif le concernant, bien que a priori il a permis à l'OL de recruter Memphis, ou du moins il a fait partie des négociations, il a été important dans ces négociations, donc ça plaide pour lui. Maintenant, entre aider sur un dossier en particulier et être capable d'être un recruteur, un responsable de recrutement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 entre guillemets, voilà, je pense qu'il y a une grosse nuance. Donc là-dessus, je suis vraiment pas emballé par ce que j'ai pu entendre. Muller, on va dire que il a pas trop d'expérience, donc c'est quand même, on va vers l'inconnu, et je trouve l'un ou l'autre, hein, je trouve ça un peu dommage qu'on se dirige pas vers quelqu'un qui a fait un peu plus ses preuves et qui voilà, est reconnu à l'échelle européenne, quoi. Après, c'est je vrai. me permets juste de rebondir sur ce que tu viens de dire sur Chéreau, être responsable 24 heures sur 24 de la cellule de recrutement, ou même sur Muller qui n'est pas forcément très expérimenté. Il y a aussi la place de Juni
On se pose beaucoup de questions depuis qu'il est arrivé à l'OL. Quelle est sa vraie place? Quel est son vrai impact? On a vu qu'il a quand même fait un très beau recrutement récemment. Donc, quel que soit le remplaçant de Maurice, il aura Juni à côté de lui. Donc, dans les deux cas, ça permet un petit peu de relativiser le côté fainéant de Chérou, le côté inexpérimenté de Müller. Le petit côté positif, je pense quand même, c'est que Müller et Juni se connaissent. Si Juni a son mot à dire dans le recrutement du remplaçant, peut-être que ça peut peser, j'en sais rien. Bon, en tout cas, je pense qu'on aura des news dans la semaine, dans les prochaines semaines qui viennent. On va s'arrêter là pour ce soir. On a eu quand même de beaux débats. Dans le chat, ceux qui nous regardaient, n'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à follow Café Commercial si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche pour savoir quand Let's Go va reprendre la semaine prochaine. Ça sera même heure de toute façon. Merci l'équipe d'avoir réagi. Merci au chat d'avoir réagi ce soir. Restez chez vous, évidemment, hein, comme toujours. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Salut. Bonne soirée à tous.